Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour cette web TV des brèves de l'amylose cardiaque avec l'aide des éditions médicales John Libet et le soutien institutionnel de Pfizer. Je suis Sylvie Ogna, je suis cardiologue au centre de référence des amyloses cardiaques à Mont-d'Or et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Damien Ehartz, qui est cardiologue au CHU de Toulouse, et Clément Becle, qui est cardiologue à la clinique de la Sauvegarde. Nous allons parler aujourd'hui du syndrome de fragilité du patient âgé et essayer de comprendre comment il impacte la sévérité de la cardiomyopathie à transthyrétine. Pour illustrer notre propos, on va commencer par un cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient de 85 ans qui est hospitalisé dans votre service pour un premier épisode de décompensation cardiaque. Sur le plan cardiologique, il a deux principaux antécédents, une FA symptomatique et l'implantation d'un pacemaker pour une maladie rythmique de l'oreillette, relativement classique. Sur le plan extracardiaque, il a aussi, comme vous le démontrera Damien tout à l'heure, des signes extracardiaques qui doivent être des drapeaux rouges, qui doivent vous faire évoquer le diagnostic d'amylose à transthyrétine. Donc là, en l'occurrence, un canal carpien bilatéral qui a été opéré 10 ans plus tôt, un canal lombaire étroit symptomatique, une surdité appareillée et une rupture plus récente du tendon du long biceps droit. En termes de débrouillage de l'autonomie du patient, il nous dit être relativement autonome pour les activités de la vie quotidienne, mais malgré tout se déplacer avec difficulté à cause de ses douleurs rachidiennes, pour lesquelles il est d'ailleurs mal soulagé d'un point de vue antalgie. Il ne présente pas de troubles cognitifs et est entouré par son fils pour les activités de la vie de tous les jours. La clinique est celle d'un premier épisode de décompensation cardiaque droite relativement classique, avec des paramètres vitaux et un examen clinique sans particularité. Il a des biomarqueurs élevés, avec un NT-proBNP à 3500, une troponine à 120 nanogrammes par litre et une altération de la fonction rénale avec un débit de filtration glomérulaire à 40 ml par minute et par mètre carré. L'électrocardiogramme est lui aussi relativement évocateur, avec un microvoltage diffus, comme vous pouvez le voir ici. L'échocardiographie vous oriente de plus en plus vers le diagnostic de cardiomyopathie amyloïde avec une CMH concentrique, un VG qui n'est pas dilaté, une FEVG qui est subnormale, enfin qui est normale en fait, avec une discordance avec le strain qui lui est profondément altéré. Il a par ailleurs une dilatation biatriale que vous pouvez constater sur ses boucles et une hypertrophie du ventricule droit. Raisonnablement, vous lui faites pratiquer une scintigraphie osseuse qui montre une hyperfixation myocardique avec un petit effacement de la fixation osseuse. On a face à nous du coup un score de Perugini à 2. Et vous lui faites pratiquer un bilan complet de gammapathie monoclonale avec l'électrophorèse des protéines sériques, l'immunofixation, le dosage des chaînes légères sériques et les analyses urinaires qui sont toutes normales. Une génétique TTR qui ne retrouve pas de variant pathogène de TTR. On est donc face à un patient chez qui on diagnostique une amylose cardiaque à transthyrétine, sénile ou sauvage. En termes de gradation pronostique, il y aura d'une part les signes extracardiaques qu'il faudra qu'on prenne en charge, et c'est tout le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. D'un point de vue purement cardiologique, on a maintenant des classifications. On va parler ici de la classification de l'ANAC, avec un NT-proBNP supérieur à 3000 et un débit de filtration glomérulaire inférieur à 45 ml par minute par mètre carré. Ce patient est en stade 3 de l'ANAC, qui est une classification anglaise, et donc parmi les patients qui ont le plus mauvais pronostic de cette cardiomyopathie amyloïde. Et donc, je vais laisser la parole pour la suite à Damien qui va vous parler de la corrélation entre amylose à transthyrétine, âge et ce qui va nous mener vers la fragilité des patients. Merci beaucoup Sylvia. Effectivement, avec Clément, on va essayer de répondre à la question en deux parties. Et moi, je vais essayer de recentrer le propos et de montrer pourquoi, quand on parle d'amylose cardiaque à transthyrétine et plus globalement d'amylose à transthyrétine, pourquoi on s'intéresse aux patients âgés. Donc tout d'abord, pourquoi on fait ce web TV Juste l'amylose cardiaque, c'est une maladie qui est de mieux en mieux décrite. On le voit sur la figure de droite, on avait 60 publications par an en 2002. Maintenant, en 2022, on est à plus de 600 publications par an qui s'intéressent à l'amylose cardiaque. Et avec un grand nombre de recommandations d'experts qui sont faites sur le sujet. Exactement. Donc on assoit notre connaissance. Et initialement, cette amylose cardiaque à transthyrétine, on l'a décrite dans de nombreux phénotypes cardiologiques, c'est-à-dire des maladies qu'on connaissait bien et dans lesquelles on a décrit l'amylose cardiaque. Donc notamment, on sait qu'il y a entre 15 et 20% des patients qui sont porteurs de rétrécissement aortique dégénératif, qui sont traités par TAVI, qui ont une amylose cardiaque à transthyrétine. On sait également que plus de 20% des patients qui sont traités pour une insuffisance cardiaque à préservée ont une amylose cardiaque et donc presque 30% après 65 ans.
Donc cette maladie, elle est vraiment de mieux en mieux reconnue. Maintenant, on parle même de 1% des patients suivis pour insuffisance cardiaque qui auraient une amylose. Et en fait, on voit sur ces courbes qu'on a l'impression que c'est une maladie qui explose, comme si on avait une espèce d'épidémie d'amylose cardiaque. Bon, c'est pas le cas, c'est juste qu'on sait mieux diagnostiquer la maladie, on la traite mieux, donc évidemment, on la recherche plus, ce qui explique une incidence en forte croissance. Donc l'amylose cardiaque à transthyrétine, c'est une maladie à révélation tardive. On pourrait presque dire une maladie liée au vieillissement. Pourquoi? Parce que dans les formes sauvages, l'amylose cardiaque à transthyrétine sauvage, l'âge médian de début de la maladie, c'est 78 ans, et on a 90% des patients qui inaugurent leur maladie au plan cardiovasculaire après 75 ans. Dans les formes mutées, en fait, c'est presque pareil. On pourrait croire que l'amylose cardiaque à transthyrétine sauvage, c'est une maladie du sujet âgé et pas l'amylose cardiaque à transthyrétine héréditaire. Et en fait, on voit que l'âge médian, il est également de 77 ans dans ce papier et plus de 90% des patients inaugurent leur maladie après 50 ans. Et si on regarde notre petite courbe à droite, finalement, en fait, on a presque, on va dire, 5 ans d'écart entre les deux courbes qui ont exactement la même forme et la même pénétrance de la maladie, notamment dans l'amylose cardiaque à transthyrétine héréditaire liée à la mutation VAL122 isoleucine, qui, tu le sais très bien, est la mutation la plus fréquente dans la population qu'on voit au quotidien, parce que ça touche en majorité les patients d'origine afro-caribéenne. Donc, amylose à transthyrétine sauvage, autrement appelée sénile, ou forme cardiologique des amyloses à transthyrétine mutées, sensiblement le même âge d'apparition et principalement une population gériatrique. Exactement. Et vraiment, on se demande si c'est pas plus qu'une maladie à réaction tardive, une maladie qui est liée à un vieillissement entre guillemets pathologique, parce que dans certaines séries autopsiques, la prévalence de l'amylose cardiaque est de 25% chez les 75-80 ans et plus de 50% après 90 ans. D'accord. Donc on peut même se demander si on a la chance de vieillir suffisamment, on ne mourra pas tous avec des dépôts d'amylose à transthyrétine dans le cœur. C'est vraiment la question qu'on se pose si vraiment on extrapole un peu tout ça, donc une maladie liée au vieillissement. Donc tout ça, ça nous a fait écrire dans nos consensus d'experts que de vraiment mettre l'âge au centre des espèces de drapeaux rouges, c'est-à-dire que j'ai une HVG à plus de 12 mm, j'ai plus de 65 ans avec un rétrécissement aortique serré ou avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, je dois éliminer une amylose cardiaque à transthyrétine. Et donc là, on parlait de l'amylose cardiaque à transthyrétine, mais si on s'intéresse en fait à l'amylose à transthyrétine, on voit que c'est une maladie qui est systémique, parce qu'on a entre 15 et 30% de nos patients qui ont une atteinte du canal lombaire étroit, entre 20 et 50% du canal carpien, et puis les autres atteintes tégumentaires qui sont également très fréquentes. Par exemple, on va parler du dupuytren ou du doigt à ressaut, des problèmes de la coiffe des rotateurs et les ruptures du tendon bicipital, par exemple, comme dans ton cas clinique. Et on a également plus de 40% des patients qui vont développer une neuropathie, qu'elle soit sensitivo-motrice ou dysautonomique. Donc on a déjà des patients âgés et une maladie systémique qui va encore plus fragiliser le patient, c'est-à-dire que c'est des patients qui sont âgés, qui ont beaucoup de comorbidités, en plus d'avoir une amylose cardiaque à transthyrétine. Et quel est le moment d'apparition de ces symptômes extracardiaques? C'est ce qu'on va se demander, et c'est là où nous, cardiologues, on y voit quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'au départ, on se disait vraiment, ces atteintes tégumentaires, ces atteintes extracardiaques, c'est la double peine pour le patient, et finalement, on se demande si on ne peut pas y voir une aide au diagnostic. En effet, là, on voit un papier de patients qui étaient porteurs d'un canal carpien idiopathique, et en fait, si on cherche l'amylose cardiaque chez ces patients-là, on se rend compte que 11 patients sur 18, à plus de 80 ans, en fait, ont une amylose cardiaque à transthyrétine si on la cherche. Et si on va chez les patients de sexe masculin, c'est sur une petite série, c'est que 4 patients, mais c'est 100% des patients. Donc effectivement, on peut se dire que c'est vraiment des drapeaux rouges. Et est-ce que c'est une aide au diagnostic précoce? Eh bien oui, parce qu'en fait, ces atteintes tégumentaires, on le voit ici avec le canal carpien ou le canal lombaire étroit, ça survient 5 à 9 ans avant les premières manifestations cardiaques de l'amylose cardiaque à transthyrétine. Donc c'est 5 à 9 ans pour le canal carpien ou le canal lombaire étroit, et c'est entre 5 également et 10 ans pour le dupuytren ou les autres atteintes des tendinopathies notamment. Donc c'est vraiment des signaux qui doivent nous faire dire, ce qu'on dit des drapeaux rouges ou des red flags, on aime bien l'employer. J'ai un patient qui a des atteintes tégumentaires, il est âgé, est-ce qu'il n'a pas une amylose cardiaque à transthyrétine? Donc finalement, en fait, face à tout ça, on se dit que plus grand sera notre réseau de soins autour du patient et plus nombreux seront les experts qui connaissent cette maladie, enfin les spécialistes d'organes, et mieux on sera pour la prise en charge du patient. Exactement. Nous, on peut voir ça. On a un patient qui vient en consultation, il a des manifestations cardiaques, c'est pour ça qu'il vient nous voir, et on va s'aider de ces manifestations extracardiaques pour poser le diagnostic. Mais on peut aussi se demander si d'autres praticiens, notamment d'autres spécialistes, quand ils rencontrent les patients, peuvent se poser la question de l'amylose cardiaque à transthyrétine. Et ça, c'est sous-tendu par un grand retard diagnostique dans la maladie, avec, on le voit sur ce papier, un nombre de spécialistes qui sont vus par les patients pour des symptômes qui sont en lien avec l'amylose cardiaque, qui est très important avant qu'on pose le diagnostic. Donc c'est très important qu'on puisse se parler entre spécialistes pour, d'une part,
diagnostiquer plus tôt et ensuite pour prendre en charge de façon pluridisciplinaire et en fait de prendre en charge le patient dans sa globalité et pas seulement sur son atteinte cardiaque. Et de manière évidente, je trouve que dans cette figure, il manque probablement le rôle central du gériatre dans la prise en charge du patient qui a une amylose à transthyrétine. Merci Damien, du coup tu nous as convaincus sur l'âge d'apparition de la maladie, le syndrome extracardiaque qui fragilise le patient, et donc on va enchaîner avec Clément sur le syndrome de fragilité. En effet, alors c'est vrai qu'on vient de le voir, hein, l'amylose cardiaque, c'est une pathologie du sujet âgé qui a des atteintes extracardiaques et qui sont à risque effectivement de fragiliser le patient. Alors la fragilité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une définition un peu complexe, mais c'est un état dynamique et instable du sujet âgé qui entraîne une diminution de ses capacités fonctionnelles et qui entraîne une moins bonne résistance au stress. Dans la population générale, à 75 ans à peu près, il y a 20% des patients qui sont étiquetés comme fragiles. Et bien sûr, le risque, c'est qu'ils deviennent dépendants. Ça concerne à peu près 20% des patients également. Le problème de la dépendance, c'est que c'est un état qui est irréversible et c'est ce qu'on redoute chez ces patients. Comment on fait le diagnostic de cette fragilité? C'est pas si simple parce que c'est une vision globale des patients, mais il y a de nombreux indices et de nombreux scores qui sont validés. Souvent, on les sépare en deux familles. Il y a des modèles phénotypiques comme les critères de Fried ou le Short Physical Performance Battery qui sont des scores vraiment purement physiques. Et puis, on a des évaluations multidomaines. C'est le cas du Clinical Frailty Scale ou de l'Essential Frailty Toolset, qui sont des outils un peu plus globaux qui peuvent être utilisés en routine clinique. Donc en pratique, devoir dépister la fragilité avant que le patient arrive au stade de dépendance, je pense que c'est effectivement nécessaire, mais nos consultations de cardiologie ne nous permettent pas d'avoir énormément de temps pour le faire. Quels outils simples on peut utiliser? Alors c'est vrai que dans l'amylose, en fait, il n'y a pas d'outils dédiés en réalité. Moi, je trouve que des outils comme les critères de Fried ou l'Essential Frailty Toolset, qui est un outil dédié au rétrécissement aortique, donnent une bonne vision et relativement rapidement. Pour le dernier, une petite biologie simple qu'on fait d'ailleurs en routine clinique dans l'insuffisance cardiaque et quelques secondes d'examen clinique peuvent suffire et ça peut se faire parfaitement en consultation. Et c'est vrai que dans l'insuffisance cardiaque, en fait, cette fragilité, elle est quasiment 2 fois plus importante que dans la population générale. La prévalence est de 44%, mais il y a certaines études où ça monte beaucoup plus haut en réalité. Ça dépend bien sûr des patients qui sont étudiés et ça dépend surtout du score qui est utilisé pour le diagnostic. Ça fait varier un petit peu. Et est-ce que c'est fréquent, bien sûr, la fragilité, mais est-ce que c'est grave? Eh bien, la réponse, c'est oui. La fragilité, elle aggrave l'insuffisance cardiaque. C'est ce qu'on voit dans cette diapositive. Les patients qui sont fragiles ont un pronostic qui est beaucoup plus sombre que les patients non fragiles lorsqu'ils sont atteints d'insuffisance cardiaque. Mais en fait, l'insuffisance cardiaque aggrave aussi les patients qui sont fragiles pour deux populations de patients fragiles équivalentes. En fait, ceux qui sont porteurs d'une insuffisance cardiaque sont beaucoup plus graves que ceux qui ne le sont pas. Et est-ce qu'on a ce type de données spécifiquement à l'amylose cardiaque? En fait, pour l'amylose cardiaque, on ne dispose que de très peu de données. Il y a 2 études qui sont de bon niveau et qui nous donnent des informations. On sait concernant la prévalence que c'est globalement la même que pour l'insuffisance cardiaque. Un tiers à la moitié des patients seraient fragiles en fonction des scores utilisés dans ces études. Cette fragilité, on sait qu'elle est significativement associée à la sévérité de l'amylose. On en a parlé tout à l'heure, la sévérité au sens des stades de Gilmore, et que cette fragilité, elle est significativement associée à la mortalité des patients, avec une augmentation de mortalité de 50% à peu près à 2 ans et demi pour les patients les plus fragiles. Et est-ce qu'on peut penser qu'il y a une corrélation entre les différentes atteintes extracardiaques dont nous a parlé Damien et cette fragilité dans l'amylose? C'est sûr que le lien de causalité, il n'est pas démontré pour l'instant, mais il y a des liens qui sont possibles et qui sont très plausibles sur le plan intellectuel. Cette infiltration amyloïde, en fait, elle est pléiotrope. Quand elle s'installe dans le canal lombaire ou dans le canal carpien, elle peut entraîner une faiblesse musculaire et du coup une lenteur, une diminution de la motricité, des chutes, une sédentarité. On sait que ça, ce sont des paramètres qui fragilisent les patients âgés. Quand cet infiltrat amyloïde se fait au niveau de la cochlée ou du système nerveux de l'audition, ça peut entraîner de la surdité et du coup une certaine forme d'isolement et de dépression des sujets âgés qui peut entraîner et fragiliser ces patients.
Quand elle se passe au niveau du système digestif, on peut avoir des troubles digestifs, entraîner une perte de poids, voire une dénutrition qui est extrêmement sévère et qui fragilise énormément nos patients. Et puis bien sûr, l'infiltrat amyloïde peut entraîner une baisse du débit cardiaque et du coup un syndrome dysexécutif qui là aussi peut largement fragiliser le patient. Au total, les données dont on dispose, on a une fragilité, on sait qu'elle est associée significativement avec la sévérité de la maladie, associée de manière significative avec la mortalité, avec un lien de cause à effet qui est possible. Et ça nous montre qu'en fait, la place du gériatre, elle est importante dans cette prise en charge pluridisciplinaire. Il faut travailler avec les gériatres, ça me semble très important. Et c'est très important d'utiliser des outils réellement utilisables en routine clinique, parce qu'il y a des fois des scores qui sont très difficiles à côté. Il nous faut des éléments rapides en consultation, ça me semble très important. Ce dont on ne dispose pas, en tout cas pas à ma connaissance, c'est un score dédié de fragilité pour l'amylose. Et puis, si on voit plus loin, un score prédictif de mortalité intégrant la fragilité des patients, ça me semble très intéressant, notamment pour nous guider dans des thérapeutiques qui sont efficaces, mais qui sont efficaces au bout d'un certain temps. Il y a certains patients sans doute qui n'en bénéficieront pas, et les dépister me semble très intéressant. Effectivement, je partage tout à fait ton sentiment. Je pense qu'on a besoin de continuer à travailler avec les gériatres pour orienter nos prises en charge et dépister effectivement cette fragilité pour savoir comment traiter les patients. Donc, quelques mots de conclusion. Damien vous a montré que l'amylose ATTR est une maladie qu'on reconnaît de plus en plus, avec un grand nombre de publications et effectivement une meilleure reconnaissance, qu'elle est liée au vieillissement ou en tout cas de révélation tardive, et que tous ces signes extracardiaques sont à la fois très utiles parce qu'ils permettraient un diagnostic un peu plus précoce chez les patients, mais qui peuvent entraîner une fragilité, en espérant que cette fragilité ne mène pas à la dépendance du patient, parce que là, c'est probablement effectivement trop tard. L'importance de l'approche multidisciplinaire semble vraiment fondamentale, d'une part pour limiter le retard diagnostique, mais aussi pour optimiser la prise en charge thérapeutique. Et compte tenu, encore une fois, de la fragilité des patients et de leur âge, le fait de travailler en multidisciplinarité avec des gériatres nous semble absolument nécessaire. Si on revient à notre petit monsieur de 85 ans dont on a parlé au tout départ, donc on a déjà dit qu'il était grave d'un point de vue cardiologique parce que stade 3 de la classification de l'ANAC, donc de Gilmore, mais sur le plan extracardiaque, il a aussi un certain nombre de symptômes et de signes qui vont le fragiliser. L'insuffisance cardiaque, certes, comme on l'a dit, avec le risque de la survenue d'un syndrome dysexécutif, mais aussi les atteintes tégumentaires, la rupture du tendon du biceps brachial, le canal carpien bilatéral opéré et le canal lombaire, qui vont lui faire perdre en autonomie, favoriser sa sédentarité et potentiellement entraîner un syndrome dépressif. La surdité va elle aussi mener progressivement à l'isolement du patient, et donc on comprend bien que chez ce patient, stabiliser l'atteinte cardiaque avec les stabilisateurs du tétramère qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement une grande victoire, mais que l'incorporer dans un réseau de soins avec des médecins qui sont capables de nous aider dans la prise en charge de ces symptômes extracardiaques pour améliorer la qualité de vie du patient est absolument fondamental. Et donc, la perspective, c'est effectivement d'avoir des scores de fragilité dédiés et des scores prédictifs qui vont nous guider dans les thérapeutiques en sortant de purement l'atteinte cardiaque, oui ou non. Pour conclure, vous avez ici l'un des triptyques du réseau amylose que vous retrouverez sur le site internet qui est noté juste en bas, réseauamylose.org. On a réalisé ces triptyques avec le docteur Toulza et le docteur Broussier, que je tiens à remercier chaleureusement, et qui vous permet du coup de résumer globalement tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui sur la question de la fragilité et de son lien avec l'amylose à transthyrétine, comment la dépister, comment la prendre en charge. Pour terminer, je tenais à remercier encore une fois John Libet et l'équipe de Pfizer pour le soutien dans la diffusion des informations concernant l'amylose cardiaque, qui nous permet aussi d'améliorer la reconnaissance de cette maladie. Nous aurons le plaisir de vous retrouver au mois de septembre pour une nouvelle Web TV sur une thématique qui est tout aussi intéressante que celle d'aujourd'hui, mais qui portera plutôt sur les amyloses héréditaires. Et je vous laisse découvrir les autres vidéos faites par nos confrères sur la thématique de l'amylose cardiaque. Bonne journée à vous tous, au revoir.